approche concernant le sujet qui nous rassemble cet après-midi, reconquête des territoires populaires, et Bagnolet est un de ces territoires populaires. Les approches sont multiples, les éclairages divers, et une après-midi ne serait probablement pas suffisante pour aborder tout ce que le terme territoire peut comprendre, tout ce que le mot reconquête implique. En revanche, il est clair que c'est aujourd'hui un sujet, je dirais même une urgence, dont il faut s'emparer avec la plus grande vigueur, bien sûr accompagné d'une réflexion de fond, mais je pense que les 2 premiers témoignages étaient suffisamment forts, la prise de conscience quand même est là, et les actions également. Mais il faut bien le comprendre pour ne pas partir sur des effets d'annonce et des initiatives mal ficelées, sans en avoir bien compris tous les enjeux. Le temps est assez court, je vais apporter juste ma petite pierre, et plutôt que de vous soumettre un regard d'analyse, je vais plutôt vous apporter un témoignage de terrain, et qui donnera à voir un petit peu les enjeux, les rapports de force et les réalités, une sorte de gros plan en fait. Car oui, avant de parler de reconquête de territoire, je me dis que la première chose à faire, c'est d'arrêter d'abandonner ces territoires. Bon, forcément, il va y avoir des redites sur ce qu'on a entendu. Arrêter d'être dans le déni, d'oser regarder sans le filtre constant d'idéologie qui obstrue parfois simplement le constat. Nommer les choses, les réalités sont diverses car les territoires sont construits par leurs histoires propres, mais elles partagent néanmoins une dynamique nationale commune. Faire en sorte que les institutions et représentants de l'État mettent un terme à leur cécité coupable. Petit clin d'œil à toi, Céline, et à ton livre « Silence coupable ». Laisser peu à peu des villes, des quartiers entiers s'enfoncer dans le repli est criminel. Une sorte de descente aux enfers qui fonctionne comme un cercle vicieux où une dérive en appelle une autre, où l'illégalité est devenue la norme et où le socle républicain finit par servir de paillasson. Vous me trouverez peut-être un peu trop dramatique, mais après ce que j'ai entendu finalement. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose une petite immersion locale. Imaginez, nous sommes en mars 2014, à la veille des élections municipales. Une ville aux mains des communistes pendant plus de 80 ans. Une ville aux portes de Paris, pétrie d'histoire et du XXe siècle, de ses combats sociaux, qui a connu une transformation de son territoire inédite, avec la construction d'une autoroute qui littéralement coupe la ville en deux, la construction d'un véritable bouquet de tours immenses qui côtoient des quartiers pavillonnaires, somme toute un paysage assez commun finalement dans de nombreuses villes, notamment de la Seine-Saint-Denis. Même si le terrain était propice, il aura fallu moins de 2 mandats au précédent maire, en réalité un mandat, le dernier, pour entraîner une ville de 30 000 habitants dans les limbes des dérives les plus diverses, comme en témoigne, je vais vous faire un petit tour de piste, je ne vais pas faire une liste exhaustive, parce qu'on n'en a pas le temps, mais je vais élargir un petit peu au-delà de l'islamisme, parce qu'en fait, c'est tout un système entier qui se consolide et qui se tient la main, et à côté des dérives communautaristes, c'est tout un tas de dérives également financières. C'est un paquebot entier qui prend l'eau. Donc 130 millions de dettes infestées d'empreintes toxiques, c'est l'exploit réalisé en quelques années et qui a hissé notre ville sur le podium des top 5 des villes les plus endettées de France. Je ne compte pas les ardoises qu'on a découvert, plus de 7 millions, les PME au bord de la faillite parce qu'elles n'avaient pas été payées. Alors qu'il n'y a plus d'argent pour payer l'essence des bus qui doivent emmener nos enfants en sortie scolaire, on lance la construction d'un hôtel de ville à hauteur de 47 millions d'euros, le prix d'un petit hôpital pour un édifice mégalo que nous surnommons le Palais Qatar et qui, à peine livré, a dû faire l'objet de nombreux aménagements tellement la conception était déficiente. Une ville qui se réveille sous la torpeur en apprenant que le directeur du garage du centre technique municipal, embauché en dehors de toutes les grilles de l'administration, vient d'être arrêté suite à une perquisition fructueuse dans les locaux municipaux, je précise, cocaïne, kalachnikov, bijoux, argent liquide caché, ce qui est non seulement le territoire et la propriété de la ville. Je ne parle pas de la kalachnikov, je parle des locaux municipaux. J'en profite pour faire un signe aux Dionysiens et aux Dionysiennes, puisque j'ai compris qu'il y avait une histoire semblable qui venait de se dérouler, similaire à Saint-Denis. Je ne sais pas si les élus locaux vont avoir la même attitude que notre ancien maire qui lui avait dit qu'il allait tomber de son armoire. Je ne vois pas comment on peut découvrir 400 kilos ou 500 kilos de drogue et qui, du jour au lendemain, ont apparu. Je continue. Une école coranique illégale qui prend place en toute impunité dans les locaux municipaux
municipaux de la ville. Plus de 80 enfants de la maternelle au primaire, je parle de l'âge, cette école était illégale, déscolarisés de l'école de la République ont été confinés dans des locaux inaptes et sans aucun agrément, et ce, au cœur d'un quartier populaire les plus denses de notre ville. Nous avons été de nombreux habitants à nous mobiliser avec une association de citoyens très actifs. Nous avons alerté et écrit pendant des mois aux ministres et représentants de nos institutions d'État. Rien, absolument rien, le silence et le déni. Je vais tout de même prendre le temps d'énumérer la liste des représentants à qui nous avons écrit, c'est pas pour taper sur la gauche, je pense que ça pourrait arriver dans une ville de droite, mais en l'occurrence, c'est vrai qu'on a été assez lâchés par les représentants de gauche. Donc, bien entendu, le maire, M. Marquet-Verbeek, M. le ministre de l'Éducation, Vincent Payon, M. le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, Madame la ministre de la Justice, Christiane Taubira, M. le député, Razi Hamadi, Monsieur l'inspecteur de circonscription, Monsieur le bail, Monsieur le préfet Philippe Galli, entre-temps parti, Monsieur le préfet Christian Lambert. J'aimerais juste vous lire, après maintes courriers, un extrait qu'on a envoyé le 8 juillet 2013, qui a été envoyé par les citoyens. Nous posons la question. Le territoire de Bagnolet serait-il devenu une zone de non-droit? L'inertie des administrations, des élus de la République et du représentant de l'État face à une violation manifeste de la loi sur l'obligation scolaire et des règlements élémentaires de sécurité est-elle un manquement? Est-elle délibérée? Doit-elle être condamnée? Notre État de droit est le garant des libertés publiques et du vivre ensemble. Il doit être respecté et défendu. Nous vous appelons à tirer chacun pour votre part les leçons de 10 mois d'impuissance à agir et à faire connaître. C'est pas comme si on tournait autour du pot, on n'a eu aucune réponse. Je finirai rapidement, quand même, que nous sommes une ville qui a élu à 2 h du matin, et là on rentre dans le communautarisme, Georges Ibrahim Abdallah. On peut penser ce que l'on veut de ce prisonnier, qui est plus que politique, puisqu'il a été condamné pour l'assassinat de 2 diplomates, et qui aujourd'hui avait fait l'objet d'une nomination en tant que citoyen d'honneur de notre ville. Je remercie le BNVCA, le Bureau national de vigilance sur l'antisémitisme, qui a fait casser cette décision en portant cette nomination auprès du tribunal. Donc, voilà, après c'est du clientélisme, on va dire, ordinaire, octroi. Donc, la situation était si dramatique que notre député Razi Hamadi avait fini par demander une mise sous tutelle. Pareil, rien n'a été fait. C'est grâce aux instances démocratiques, car heureusement, nous avions encore le droit de nous inscrire dans les grands rendez-vous nationaux électoraux, qu'une population entière a jeté toute son énergie pour changer de destin, suivi d'une claque magistrale électorale, heureusement. C'est ce qui nous a sorti de l'ornière. Le premier constat à tirer de cette situation douloureuse est que les habitants doivent s'emparer pleinement de leur territoire. C'est une garantie supplémentaire de ne pas avoir un jour à devoir reconquérir, s'impliquer, exiger la transparence dans les instances municipales, se constituer en association critique mais constructive pour peser dans le débat des décisions locales. Le deuxième constat est qu'il faut en finir avec la lâcheté et le déni de réalité de nos dirigeants politiques et institutions territoriales. Le déni et mépris dans lequel Bagnolet a vécu est inadmissible, et aujourd'hui les dégâts sont considérables et la tâche est immense. On est certes sorti de ce cercle infernal, mais on le sait tous, il y a encore de nombreux territoires, je ne citerai pas les villes en Seine-Saint-Denis, qui sont clairement en train de sombrer. Aujourd'hui, pour être aux côtés de la Brigade des maires fondée par Nadia Remana, je constate encore d'autres dérives gravissimes, des dérives communautaristes, des replis identitaires battent son plein, avec un maire qui a totalement perdu la notion de territoire de la République. Malgré les alertes et la médiatisation des dérives, c'est comme si les autorités étaient impuissantes. Une mosquée pourvoyeuse de candidats au djihad est connue de tous, pas de problème. Un terrain municipal pour y installer une école salafiste remplie de petites filles voilées, ben voyons, où est le problème? Des associations douteuses subventionnées par la ville qui ont pignon sur rue, et alors? Des cours de Coran dans les locaux municipaux, on va nous demander peut-être d'être tolérants. Nous devons reconquérir ces territoires car nous les aurons abandonnés. Nous ne les aurons pas abandonnés du jour au lendemain, non, peu à peu un processus lent mais qui s'est bien installé dans nombre de municipalités.
la délégation morceau par morceau de ce qui devrait être la responsabilité directe de la collectivité, et donc je vous rejoins pleinement. C'est un mode opératoire très pratique et surtout payant électoralement, mais dont les conséquences sur le long terme peuvent se révéler désastreuses. Et nous commençons tout juste à en payer le prix. Il est beaucoup plus simple de donner une subvention à une association qui au mieux prendra en charge partiellement, au pire remplacera des initiatives qui étaient à la charge de la ville. À la clé, la promesse de la paix sociale et un vivier de voix acquises pour les élections. Je ne parle pas des supporters zélés des municipalités qui, dès que vous commencez à critiquer, viennent vous rappeler qu'il faut rester dans le rang. Je pense que Sevran est un cas d'école en la matière. Un triste cas aussi sur le territoire de l'égalité homme-femme, quand M. Gatignon est malmené par Mohamed Sifawi lors d'un débat. Ce dernier l'interpelle sur les fillettes voilées scolarisées dans sa commune. Le maire, le premier élu de la ville, donc la réponse est « Et alors, c'est comme ça ». Voilà, la messe est dite, si je peux dire. Encore un peu de terrain et donc de territoire abandonné. Cet acquis permettra d'être un marchepied pour les suivants, n'en doutez pas. C'est pour cela, et j'aurais terminé, pêche, j'aurais aimé, même préféré parler de reconquête, et je suis convaincue que c'est en marche, de ce que je vois, de plus en plus de mobilisation. Mais à l'instant où je vous parle, je pense que la première urgence est d'être très ferme et d'envoyer des signaux très forts à nos dirigeants politiques et élus locaux pour que le courage et l'action se mettent en place. Il y a justement sur ces territoires populaires des milliers et des milliers de personnes, d'agents municipaux, d'habitants, de maires, d'associations qui ne demandent qu'à participer à ce mouvement d'émancipation et de reconquête. Faisons leur confiance, faisons-nous confiance et avançons tous ensemble.